Shalom à tous, bonsoir. On est très heureux de se retrouver avec Eliezer, avec Midrashet Yehuda Manitou. Et donc, le sujet ce soir, le Rav Kook et la Grande-Bretagne. Et j'imagine que Eliezer, tu as choisi ce titre, puisque en fait, le Rav Kook va influencer pas uniquement sur le mandat britannique lorsqu'il sera ici, mais également lorsqu'il va passer en Grande-Bretagne. Donc, il va avoir une double rencontre à plusieurs endroits. J'imagine que tu vas parler de tout ça. Exactement. Bonne étude à Les deux tous. facettes. Les deux Bechavod. aspects, effectivement. On commence? Bechavod. Ok. Tov, shalom. Enchanté de vous voir, de vous revoir. C'est toujours un honneur et un plaisir. Et un grand Israël face à l'Empire britannique. Il faut savoir que le Rav Kook, ce n'est pas le premier des grands juifs à avoir des relations, à entretenir des relations avec les empires de la terre. Notre histoire nationale, eh bien, elle débute avec ça. En tant que peuple, Moshe Rabbeinu, la première personne qu'il vient voir, eh bien, c'est Paro, c'est le pharaon. Bien avant lui, naturellement, Abraham, lui aussi, avait pas mal de liens, de rapports pour le mieux et pour le pire, avec Pharaon aussi, avec Avimelech, Yitzhak, Yaakov, on le sait, lui aussi avait des rapports tous avec le Pharaon et puis avec des rois plus locaux, peut-être. Et lorsqu'on continue ensuite avec le second temple, avec Néhémia, et puis la fin du second temple avec Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai avant lui, et ensuite Rabbi Yehuda Hanassi, tous entretenaient des rapports très étroits avec la puissance, au début perse, ensuite grecque, avec la fameuse rencontre avec Alexandre le Grand, etc. Tous entretenaient des rapports avec la puissance, la grande puissance de ces temps. On a parlé ensuite avec, il y a quelques mois, de Donna Grazia, qui elle aussi avait des rapports, parlait au nom du peuple juif tout entier avec le sultan, avec les empires européens. Il faut savoir que ces rapports n'avaient rien à voir avec les rapports qu'entretenaient ce qu'on appelle les juifs de cour, qui eux étaient des intercesseurs soumis par la force des choses, qui essayaient de défendre, de représenter tant bien que mal les intérêts de leur communauté particulière dans tel ou tel État. Ils n'avaient jamais la prétention de représenter tout le peuple juif. Et c'est pour ça que là, quand le Rav Kook, eh bien, il commence comment dire, il renoue avec cette tradition juive de rapport entre les sommités rabbiniques ou autres du peuple juif d'un côté et les empereurs ou les rois, premiers ministres, peu importe, des grandes puissances, eh bien, il renoue véritablement avec une tradition juive des temps de la souveraineté, ou en tout cas de l'autonomie juive sur sa terre. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de waouh, mais regardez, mais ce qu'il fait, c'est étonnant. Non, il renoue véritablement avec une tradition juive ancienne qui en fait l'interlocuteur principal des empires. Le peuple juif, au travers de ses grands, de ses autorités, de ses grands rabbins, de ses grands leaders, que ce soit Tanaïm, Amoraïm, Melachim, il y a un dialogue qui est mené avec l'alternative qu'oppose ou que propose l'humanité
au messianisme du peuple juif. Et pourquoi je le dis? Eh bien, je le dis parce que sans cela, on aura beaucoup de peine à comprendre l'attitude qu'adopte le Rav Kook lorsqu'il parle avec, je ne sais pas, avec Herbert Samuel, avec Lord Balfour, ou bien, je ne sais pas, avec le président américain lorsqu'il est en visite aux États-Unis, avec Coolidge, avec d'autres représentants des empires. Sans comprendre cela, on pourrait croire, mais quel culot quand même, c'est pas de cette manière qu'on doit appréhender et qu'on doit dialoguer avec quand même des personnes dont les empires ont fait l'épreuve. Et le Rav Kook, eh bien là, il est en porte-à-faux avec les Juifs de cour pour la simple raison parce qu'il n'est plus un Juif de cour. Il est tout à fait conscient qu'il parle au nom d'une nation qui est en train de revenir sur la scène internationale. Et donc là, comme Johan, il a très justement dit, quand on va parler de son dialogue et ses intercessions, les rencontres avec la Grande-Bretagne, avec ses représentants, eh bien, c'est ainsi qu'il faut les percevoir. Et ce dialogue, il va avoir deux phases. La première phase, c'est quand le Rav Kook arrive à Londres. Il va résider à Londres environ un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Il quitte Eretz Israël en 1914. Il n'a aucune intention à l'époque de demeurer en Chutz La'aretz plus que quelques semaines, mais par la force des choses, Première Guerre mondiale, il est bloqué là-bas pour une durée de 5 ans, de 1914 à 1919, dont la majeure partie, il va passer en Angleterre. Il arrive en Angleterre en 1916. Il devient là-bas le rabbin d'une synagogue importante, Marzikei Dat, ça c'est en apparence, mais on va voir que ça va être beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. 1916, la Première Guerre mondiale fait rage et en Angleterre, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés juifs qui viennent d'arriver de Russie, naturellement. Et ils n'ont pas encore acquis le statut de citoyen britannique. Et puis, ils habitent à Londres, dans le East End, ce qu'on appelle Commercial Street, un peu à Manchester, mais surtout à Londres. Et puis, arrive une proposition du ministre de l'Intérieur de la Grande-Bretagne, qui n'est nul autre que Sir Herbert Samuel, bien connu, il est juif. Son nom juif, c'est Eliezer, le Rav Kook l'appelle Eliezer Samuel. Il va devenir le premier haut commissaire de la Grande-Bretagne représentant en Eretz Israël en 1920. Bon. Et qu'est-ce qu'il se propose de faire, Herbert Samuel? Eh bien, il se propose de faire une chose très simple, un geste de bonne volonté vis-à-vis de l'allié de la Grande-Bretagne qui est à la peine dans la guerre. Cet allié n'est nul autre que la Russie, l'empire russe, provoslave, pas encore soviétique, et encore dirigé par le tsar, et il veut rendre ces dizaines de milliers de juifs apatrides, on peut dire, à la Russie pour qu'ils soient en âge d'être mobilisés, d'être recrutés dans l'armée, naturellement, pas les personnes âgées, mais tous les jeunes, eh bien, il veut les rendre. Il veut les rendre, et le Rav Kook, il faut savoir, il se trouve en Angleterre à peine un mois, un peu plus d'un mois. Et il entend cela. Alors, il s'adresse par une lettre à tous les représentants du House of Commons
à tous les ministres du gouvernement et il appelle, mais comment est-ce qu'un empire qui est fondé sur les idéaux de justice et de bonté, de chesed, peut renvoyer un esclave à son maître? Nous connaissons tous la citation de la Bible que si un esclave s'échappe de son maître, eh bien, il est interdit de renvoyer cet esclave à son maître. Comment est-ce qu'un empire qui est fondé sur cette Bible peut contrevenir à ce commandement des plus fondamentaux? Chose étonnante, la proposition, sous pression des différents parlementaires et ministres, est immédiatement retirée de l'ordre du jour. Première chose. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, bon, ça, on peut dire, OK, première intervention, c'est très, ça fait. Deuxième chose, eh bien, il y a, et en effet, il les a sauvés. Le Rav Kook a sauvé ces Juifs de l'armée russe. Au sujet de quoi il a dit que les rendre à la Russie, les renvoyer en Russie, c'est comment dire, ce qui les attend là-bas, c'est un sort qui est pire que la mort. Mais il y a un autre problème, c'est que ces Juifs et d'autres Juifs, ils doivent être mobilisés, si ce n'est dans l'armée russe, eh bien dans l'armée britannique. Alors, pour le Rav Kook, il n'y a pas de mitzvah de servir dans l'armée britannique. Si ce n'est, et ça c'est une chose très intéressante, si ce n'est dans la Légion juive. Quand d'abord le corps de muletier, le corps de muletier il est formé en 1915 avant que le Rav Kook arrive, mais quand ensuite sont formés les régiments des fusiliers de Sa Majesté, eh bien le Rav Kook naturellement il va les accompagner à Southampton et puis il leur fait véritablement, il leur tient un discours que c'est une grande mitzvah d'aller libérer Eretz Israël, d'aller combattre en Eretz Israël avec l'emblème juif, avec toutes les lois juives qui sont respectées par ces unités. Ça, bien sûr, mais servir tout simplement dans l'armée britannique, ça n'a aucun sens. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des lettres aux Juifs qui disent qu'ils sont tous rabbins. Tous ceux qui étudient à la yeshiva, ils sont des rabbins. Ils ne sont pas des rabbins. Ils étudient juste à la yeshiva. Non, ils sont des rabbins. On leur donne un certificat de rabbin. Un juif qui vient de Rav Kook et dit, écoutez, il a l'air religieux, ok, tu es rabbin. Tu es rabbin. Donc, un jour de 1916, on frappe à la porte, le Shabbat, un représentant juif des autorités britanniques qui dit, écoutez, le Rav, je ne voudrais pas vous déranger, mais quand même, le Shabbat, bon, si possible, le Motzei Shabbat, on vous attend au département de police. Donc, Motzei Shabbat, accompagné de son secrétaire, c'est le secrétaire qui décrit tous ces événements, il vient se rendre au département de police. Et puis le chef de la police, il dit, bah, écoutez, le Rav, vous savez ce que vous encourez lorsque… Non, pardon. D'abord, il lui montre un certificat d'un juif. Il dit, écoutez, c'est avec sa signature. Il dit, oh, c'est vous qui avez émis ce certificat? Il dit, oui, c'est moi, c'est mon nom, vous voyez, je ne me cache pas. Il dit, ah, mais vous savez, au sujet de ce juif, vous avez dit qu'il est rabbin.
Mais vous savez qu'on dit dans sa synagogue qu'il ne vient même pas au service de Shabbat. Alors pour vous, c'est suffisant qu'il soit rabbin? Vous savez ce que vous encourez, monsieur le rabbin? En temps de guerre, aider des personnes, des futurs recrues, des recrues potentielles, à esquiver le service militaire, vous savez que vous risquez la peine de mort, cher monsieur le rabbin? Vous savez que vous êtes passible de peine de mort pour cela? Donc, très intéressant. Très intéressant. Bon, mais quand même. Alors, je vous avertis. J'espère que, que je ne vais pas vous attraper encore une fois à donner des faux certificats, etc., etc. Alors, le Rav Kook, avec son secrétaire, ils sortent du département de police de Londres et ils sont là, rentrés à la maison, dans la rue, et le secrétaire, il est très joyeux. Pourquoi? Parce que là, il est persuadé que le Rav Kook ne va plus se conduire de telle manière, d'une manière aussi irresponsable, qui va plus signer de tous ces documents, etc. Et puis, lorsqu'il voit la réaction du Rav Kook, il est complètement déboussolé parce que le Rav Kook, il dit, ouais, tu penses que maintenant je ne vais pas signer, mais tu es fou. Au contraire, ce qui vient de se passer au bureau de police, c'est la preuve incontestable qu'on doit continuer, qu'on doit poursuivre. Pourquoi? Parce qu'on nous a démontré que signer et émettre comment dire, des brevets de rabbin, ce n'est pas un trop grand risque. Alors que partir en guerre pendant cette première guerre mondiale, là, ils ont toutes les chances de mourir. Dans mon cas, c'est ce qu'on appelle safek. C'est safek. Est-ce que je serai interné ou mis à mort? Safek, c'est un doute. Dans le cas des personnes à qui j'écris ces certificats, il n'y a pratiquement pas de doute. Ils encourent un risque terrible, tant au niveau spirituel qu'au niveau physique. Et c'est ainsi qu'il émet des centaines et des centaines de certificats. Ensuite, cette exemption, eh bien, d'autres personnes, à une autre époque, en Eretz Israël, vont essayer de s'en servir pour dire qu'il est légitime de ne pas être mobilisé dans Tzva Hagana l'Israël. Et le Rav Tzvi Yehuda Kook va leur dire, Chaverim, honte à vous, ce sont deux mondes. Ce sont deux mondes. Au contraire, le Rav Kook parlait de cette future armée à l'époque décédée en 1935, mais il avait déjà eu l'occasion de parler de Tzva Israël qu'il appelait l'armée divine. Alors naturellement que c'est une mitzvah des plus grandes que de servir de cette armée, qui n'a rien à voir et n'est pas, c'est complètement incomparable au service dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, si ce n'est les tranchées de Eretz Israël. Bon, ça c'est deuxième chose. Maintenant, bien entendu, parallèlement, il traite du problème des agounot, juives de la Première Guerre mondiale, de ce qu'on appelle des veuves de guerre, etc. Il entreprend beaucoup de choses. La communauté locale n'est pas très ravie de ce qu'il fait, naturellement. Pourquoi? Parce que ça peut froisser, ça peut porter à friction avec le gouvernement, avec les autorités, etc. Mais ce dont on a parlé, ça ne fait qu'annoncer la couleur. Et la couleur, elle arrive en 1917 avec
la veille de la déclaration Balfour. Qu'est-ce qui se passe la veille de la déclaration? Ben, pas tout à fait la veille. Il faut savoir que les préparations pour cette déclaration, qui d'ailleurs à l'époque, quand elle a été émise, eh bien, n'était pas appelée, c'était juste une lettre envoyée au représentant local de l'organisation sioniste, Sir Walter Rothschild, et c'est ensuite ça a été appelé la déclaration Balfour. Mais en tous les cas, lorsqu'on a commencé à en parler, eh bien, les premiers à se mobiliser, eh bien, c'était qui? C'était les Juifs assimilés qui avaient une position très bonne dans l'administration britannique, dans le gouvernement britannique. Sir Montagu, il était ministre des colonies, c'était un poste très important, et puis les dirigeants de la communauté, eh bien, c'était des personnes très, très assimilationnistes, à tel point qu'ils ont acheté une page entière du London Times, qui à l'époque c'était le journal par excellence, le grand journal britannique. Et qu'est-ce qu'ils y ont publié? Eh bien, ils ont publié un grand appel ou quelque chose où ils disent que le judaïsme est une religion, n'a rien à voir avec les aspirations sionistes. Ce n'était pas la première fois que cette chose se produisait. On se rappelle la veille du congrès sioniste à Bâle, les juifs réformés et orthodoxes de Munich ont aussi acheté des pages des grands journaux allemands pour dire la même chose. C'est pour ça que Herzl était forcé de faire son congrès à Bâle et pas à Munich. Eh bien, les juifs assimilés britanniques, eh bien, ils ont fait la même chose à Londres. Donc, c'est une chose problématique, si vous dites, parce que ça porte à conséquence. C'est-à-dire, quand Balfour, ensuite, il veut émettre sa déclaration, eh bien, pour qui il l'émet? Pour qui? Pour les Martiens? Non, il l'émet pour les Juifs. Et là, on vient lui dire que les Juifs, vous savez, cher Lord, eh bien, ils sont contre. Regardez ce qu'ils écrivent. L'opinion publique juive, elle est contre. Votre ministre juif des colonies, Montagu, il est contre. Et il y a quelques juifs, Weizmann, Jabotinsky, Sokolov, qui sont là, ils sont pour. Mais qui ils représentent? Qui est-ce qu'ils représentent? Et donc là, il fallait intervenir. Il fallait intervenir. Et à ce moment-là, le Rav Kook, il rassemble sa communauté, Marziki Adat, le Shabbat de la Parasha Be'alotra. Et puis, il leur écrit et il leur tient un discours en yiddish, la langue qui est couramment parlée par tous les juifs britanniques, parce qu'ils viennent, présente majorité, viennent de venir de Russie. Et puis, il tient un discours, ce qu'on appelle Bidvar Abgida Agdola, au sujet de la grande trahison. Au sujet de la grande trahison de certains juifs qui, il le dit en yiddish, gegen, pour ceux qui comprennent, je vais le dire en yiddish, gegen alle Schneiders der jiddische Neshome, contre tous ceux qui viennent déchirer l'âme juive, contre ceux qui viennent la scinder entre religion et nation. Il les appelle Yesh Kama Nefashot Metum Tamot, des âmes stupides qui ne comprennent rien et qui ont le culot de parler au nom du peuple juif et dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Maintenant, cet appel, il est traduit en anglais
Mais avant cela, en yiddish, il est envoyé dans toutes les communautés juives britanniques, dans tout l'Empire. Et il est envoyé au nom de toutes ces communautés et au nom de tous les juifs de l'Empire. Il est envoyé à tous les membres du Parlement et à tous les membres du gouvernement pour qu'ils sachent quelle est l'opinion juive véritable au sujet de ce que c'est qu'être juif et au sujet de ses aspirations britanniques, de ses aspirations sionistes. Et dans ce même appel, il ne parle pas que des juifs metumtamim, il parle aussi de ce que les nations doivent faire pour réparer leurs méfaits vis-à-vis de la nation juive. Et il écrit de cette manière. Le plus grand méfait qui a été commis vis-à-vis du peuple juif, c'est d'avoir été chassé de sa terre et d'avoir détruit son temple. La seule réparation possible et envisageable par laquelle les nations pourraient réparer leurs méfaits, c'est en nous redonnant plein pouvoir aux souverainetés État sur notre terre en Eretz Israël. C'est ainsi qu'il écrit dans cet appel. Et les observateurs, ils écrivent que le Rav Kook, effectivement, il n'a pas... c'est pas comme Chaim Weizmann qui a inventé l'acétone pour produire de la dynamite. Et puis qui avait des rapports personnels qui datent de longue date avec le gouvernement britannique. Ce n'était pas la façon de Rav Kook d'intervenir. Mais ce qu'il a fait, il a tout simplement renversé l'opinion publique juive en Grande-Bretagne. Il n'a pas seulement renversé, il l'a mobilisé. Et par cela, il a fait comprendre à Lord Balfour, à Lloyd George, le Premier ministre, de quel côté était le peuple juif et quelle était son attitude vis-à-vis de l'organisation et des aspirations sionistes. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de mentionner la contribution du Rav Kook dans le cadre de la veille de la déclaration Balfour. Donc, ce qu'on voit, c'est véritablement quelque chose. Bon, naturellement, il se met à dos une très grande partie, le grand rabbin britannique, etc., etc., beaucoup de personnes en Grande-Bretagne, mais il ne se gêne absolument pas de dire son opinion, qui est véritablement l'opinion de la nation juive, qui défend ses intérêts, qui défend ses valeurs. Lorsque la déclaration, lors des débats, pour donner un exemple, c'est une chose assez célèbre, mais lors des débats au sujet de la déclaration Balfour dans le House of Commons, eh bien, il y a un député qui parle, qui s'oppose à la déclaration et qui s'appuie sur l'opposition des juifs britanniques les plus en vue. Et puis un autre député se lève et lui répond et dit, mais écoutez, mais lorsqu'on veut comprendre quelle est l'opinion du peuple juif, qui est-ce qu'on doit croire? Est-ce qu'on doit croire Monsieur Montagu, Edwin Montagu, qui s'habille comme un Anglais, qui parle comme un Anglais, qui ne fait rien comme un Juif, ou est-ce qu'on doit croire et nous appuyer sur une personne comme le Rabbi Kook, qui s'habille comme un Juif, qui parle comme un Juif,
qui se conduit comme un juif, etc., etc. Bon, la déclaration est émise et le Rav Kook, en anglais, dans une allocution, dans un des événements qui a été tenu comment dire, en l'honneur de Lord Balfour et du gouvernement de Sa Majesté, eh bien, et il dit aussi une phrase assez célèbre, il dit et il écrit que je ne voudrais pas remercier le gouvernement de Sa Majesté, mais je voudrais le féliciter d'avoir été choisi par la Providence pour mener à bien la réalisation de la promesse divine de faire revenir le peuple juif sur sa terre. Et ensuite, plus tard, en 1930, lorsque Lord Balfour il va mourir, eh bien, dans un mispet, dans une oraison qu'il va dire en son honneur, eh bien, il va dire que Lord Balfour, il est pas comme Koresh, pas comme Cyrus. Il est plus grand que Cyrus, parce que Cyrus a fait volte-face. Balfour n'a jamais fait volte-face. Et puis il continue et il écrit, il y a des personnes qui pensent que la déclaration Balfour, elle est inspirée par le Tanakh. Eh bien, je veux leur dire que c'est faux, que la déclaration Balfour, elle n'est pas inspirée par le Tanakh. Elle est le Tanakh. Elle fait partie du Tanakh. Elle fait partie de la Bible. Elle fait partie du texte de la Bible qu'on écrit maintenant. Bon, ça c'est une chose. Bon, on peut dire, pour continuer à dire beaucoup de choses sur le séjour du Rav Kook à Londres, quand Londres était bombardée, comme il se cachait dans les caves de sa communauté, avec sa communauté, comme il prenait position pour telle ou telle, beaucoup de choses, etc. Mais je pense que l'essentiel, les points essentiels, on l'a dit quand même en 3 ans, un peu plus de présence en Angleterre, c'est assez considérable. Si vous voulez, je ne sais pas si vous avez des questions, vous voulez dire quelque chose avant qu'on parle du deuxième volet de son rapport, celui qui va être en Eretz Israël. Peut-être clore ce volet avec quelques questions, Machoukazé. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire que Edwin Montagu, qui est vraiment le portrait même du rachat complet, a fait une lettre en 4 points extraordinairement bien concis pour expliquer au Conseil des ministres de Lloyd George qu'il ne fallait pas signer cette déclaration Balfour. Et vraiment, ça mériterait un cours entier, ce qu'il a écrit, tellement c'est de la chorma de rachat. Et Lord George lui a répondu, vous êtes le seul juif, le seul ministre de mon gouvernement à vous opposer à cette déclaration. Incroyable. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le seul juif et le seul ministre. Madim, oui. Effectivement, chose intéressante, il va y avoir des mêmes cas de figure lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël. On va le voir. Bezrat Hashem. Top. Alors, en 1919, le Rav, après la fin de la guerre, il est de retour en Eretz HaKodesh. Et là, c'est un autre volet. Jusque-là, c'était le combat qu'il menait pour sauver la vie des Juifs, sauver la liberté des Juifs d'un côté, et pour la déclaration de Balfour. Maintenant, en Eretz Israël, ça va être un combat pour que la Grande-Bretagne reste fidèle à cette déclaration. Et je ne sais pas quel est le combat le plus difficile. Pourquoi? Parce que dès qu'il revient, à peine quelques mois après son retour, Pessah 1920,
On sait, on en a parlé quand on a parlé de la décision de San Remo, du vote de San Remo. À Pessah, dans ces mêmes dates, quelques jours avant, eh bien, il y a des pogroms. Ce sont les premiers pogroms en Eretz Israël, à Jérusalem. Et la défense, ceux qui essayent de tenir la défense juive, ce sont les gens de Jabotinsky, ce sont les gens de la Légion juive, des régiments juifs que les Anglais essayent comment dire, de libérer de leurs fonctions. Jabotinsky insiste, il dit qu'au contraire, les 5000 soldats du régiment qui sont encore en uniforme, eh bien, c'est maintenant qu'on a le plus besoin d'eux, mais on sait l'administration britannique en Eretz Israël ne veut même pas entendre parler de la déclaration Balfour. Elle est très, très hostile et elle fait tout pour défaire ces régiments. Et quand ces soldats se remobilisent pour la défense de leurs frères à Jérusalem, parce qu'ils savent ce qui les attend, Jabotinsky sent déjà l'odeur du pogrom, etc., etc. Eh bien, quand ils tiennent la défense, ils essaient de tenir la défense, de se défendre, etc., eh bien, ils sont désarmés par les Britanniques et ils sont arrêtés, ils sont jugés et ils sont condamnés. Jabotinsky est condamné à 15 ans de travaux forcés et les autres, ils sont condamnés à 3 ans de travaux forcés. Maintenant, dans le Yishuv, il y a, c'est encore une fois, c'est un tollé général. Il y a une pétition qui est écrite et qui doit être envoyée à Londres pour libérer Jabotinsky et pour libérer tous ceux qui ont été condamnés avec lui. Cette pétition, le Rav Kook la signe un Shabbat parce que c'est Pikuach Nefesh. Et avec lui, 10 000 autres Charedim de Jérusalem signent la même pétition le même Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle doit être envoyée d'urgence à Londres. En Tammuz, le mois de Tammuz 1920, le Jabotinsky veut déclarer la grève de la faim. Le Rav Kook lui écrit lettre personnelle, écoutez, prenez garde à votre corps, à votre santé, etc. Ne déclarez pas la guerre pour finir, ne déclarez pas la grève pour finir. Quelques semaines après, la pétition a marché, la campagne, les manifs, ça a marché. Toutes les personnes, et Jabotinsky à leur tête, ils sont libérés. Ils sont libérés de prison. Ils étaient internés à Akko, dans la prison de Akko. C'est intéressant ce que Jabotinsky faisait. Enfin, peu importe, on va pas. C'est pas notre sujet, mais on voit que le Rav Kook, en Eretz Israël, il vient de retourner, il vient d'atterrir entre guillemets, il y a à peine quelques mois, et déjà il se lance corps et âme, tête et main, dans le combat, cette fois contre l'Empire britannique qui commence un peu à s'esquiver de sa responsabilité et de l'engagement qu'il a pris avec la déclaration. Il faut savoir qu'avec Jabotinsky, il l'écrit dans une lettre à son fils, Harry Jabotinsky, qu'il y a une chose qu'il a fait, on le sait, on l'a vu, on en a parlé avec son livre, les 5, avec tout ce qu'il a fait à Odessa, etc. C'était une personne assez éloignée de la Torah, qui est née dans une famille qui n'était pas trop, qui tenait pas trop, et puis qui était surtout dans une ville qui était la capitale des Juifs
pas vraiment respectueux des commandements, mais son attitude vis-à-vis de la Torah était une attitude qui était changeante, c'est-à-dire qui se modifiait. Et il écrit à son fils, il dit, écoute, j'étais sidéré par le Rav Kook la première fois quand il a pris position aussi ferme et aussi franche en ma faveur en 1920 lorsque j'étais interné à la prison de Akko. Et puis la deuxième fois, naturellement, bon ça on l'a vu il y a quelques années, on a parlé avec l'assassinat de Arlozorov, où le Rav Kook s'est mis à dos la moitié du Yishuv, la partie socialiste, travailliste du Yishuv, lorsqu'il a pris position pour Abraham Stavsky, qui était condamné à mort et qui était injustement accusé d'assassinat de Arlozorov. Et suite à cette prise de position, Zev Jabotinsky a dit, ouais, avec le Rav Kook, j'ai compris que la Torah a quelque chose à dire, a beaucoup à dire au niveau politique, national, international, qu'elle est pertinente, qu'elle est actuelle, pas seulement dans les affaires individuelles communautaires, mais à un niveau élevé, global, national et international. Et c'est-à-dire que, pourquoi je le dis? Pour dire que quelle influence peut avoir une prise de position sur un des 2-3 plus grands pères fondateurs du sionisme début XXe siècle, c'est Jabotinsky. Comprenez? Quelque chose, quelle importance peut avoir une Torah qui est accompagnée de gvoura, de vaillance et de courage, où une personne a, je vais vous donner un exemple, encore un autre exemple, d'un autre rabbin qui était très proche du Rav Kook. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'assister à une excursion avec Eliada Bar Shaul, pour ceux qui connaissent. Imaginez, c'est l'un des guides israéliens les plus férus, les plus spécialistes de tout ce que vous voulez, d'histoire du sionisme, quelque chose de fantastique. Alors, le sujet, c'était le Rav Aryeh Levin. C'était le Rav Aryeh Levin. Et puis, bon, il a parlé que dans les années 20, dans la prison, au Migrash Harussim, où étaient internés juifs et arabes musulmans et chrétiens, eh bien, il y a eu une grève. Et pourquoi? Ils voulaient chacun ait son aumônier. Les uns aient leur cadi, les autres leur prêtre, et puis les troisièmes, leurs rabbins, les avdil. Donc, alors les Anglais, ils ont cédé, ils ont dit, oui, finalement, ils ont raison, c'est inscrit dans le règlement. Alors bon, voilà, c'est là. Ils ont trouvé un cadi, ils ont trouvé un prêtre, ils n'ont pas trouvé de rabbin. Ils n'ont pas trouvé de rabbin. Ils sont adressés à tous les rabbins qu'ils connaissaient, tous les rabbins de quartier. Aucun rabbin ne voulait être tout simplement venir. Il s'agissait de venir 2 fois par semaine, quelques heures, pour parler avec les prisonniers juifs. Vous savez pourquoi les rabbins ne sont pas venus? Ils ne voulaient pas venir? Pas parce qu'ils étaient mal payés. Pas parce que c'était loin de leur quartier, il n'y avait pas de transport. Pas parce que c'était à des heures qui ne leur convenaient pas. Non, ils ne voulaient pas être appelés rabbins des terroristes. Parce que les juifs qui étaient internés, ce n'étaient pas des juifs de criminels de droit commun. C'était pas les années 20, c'était déjà les années 30. C'était des juifs qui faisaient partie du Hetzel, qui faisaient partie du Lechi, même avant. C'était des juifs qui faisaient partie des Porchim, de ceux qui ont fait scission. Et c'est pour ça que lorsqu'on appelle le Rav Aryeh Levin, il est le rabbin des Asirim, Rav Asirim, le rabbin des prisonniers,
C'est pas pour dire que, ah, oui, qu'on a kavod, il a donné de son temps à ces pauvres juifs. Non. Il a sacrifié sa carrière, il a sacrifié son Shem Atov Baïchouv. Lorsque les juifs, je sais pas, le premier juif qui a été blessé, Benziman, Benziman, en 1944, il a été blessé. Il faisait partie de la révolte qui a été initiée par Menachem Begin à Meret contre les Britanniques en janvier 1944. Il était blessé. On est allé chercher, blessé au ventre par une balle anglaise. On a été chercher des médecins juifs pour le soigner. On arrive chez un médecin, il dit, écoute, il y a un juif qui est blessé, viens le soigner. Alors il vient, puis après il dit, regarde, c'est qui le juif? Comment il a été blessé? Par une balle anglaise? Non, Slicha, je suis occupé. Je suis occupé. Ils vont voir un second médecin. Ils n'arrivent même pas à frapper à la porte. Le médecin, il a déjà eu vent de l'histoire. Il leur crie dessus de son second étage. Je ne viens pas traiter les terroristes. Et c'est seulement le docteur Apner qui est venu le chercher. Pourquoi? Pourquoi il y avait tellement de réticence? Il y avait tellement de réticence parce que c'était risquer sa carrière, son revenu, son statut, sa famille, tout ce que vous voulez, que de prendre position pour les, entre guillemets, pour les terroristes, qui bien entendu n'avaient rien de terroriste, mais qui étaient appelés les porchim, les gens qui, etc., etc., etc. Eh bien, le Rav Aryeh Levin, son Rav, c'était le Rav Zalman Meltzer. Mais il y avait une personne qui l'appelait le Rav. Il appelait son Rav. Et c'était le Rav Kook. Le Rav Aryeh Levin appelait le Rav Kook son Rav. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai raconté toute cette histoire? J'ai raconté toute cette histoire parce que, effectivement, prendre position, comme l'a fait le Rav Kook, pour les opposants de l'establishment, les opposants de ceux qui étaient au pouvoir juif en Eretz Israël, c'était une chose des plus dangereuses et une chose pour laquelle on payait le prix le plus élevé qui soit. Voilà. Donc, maintenant, revenons dans les années 20. Le Rav Kook, il est en Eretz Israël. Chose plus paisible, il fonde la Rabbanut Harashit, le grand rabbinat. Donc, quelle importance, qu'est-ce que ça a à faire avec les Britanniques? C'est pas notre sujet. Non, c'est notre sujet. Pourquoi? Parce que c'est la première institution du Yishuv qui est officiellement reconnue par le pouvoir mandataire. Avant la Sornout, Sornout c'est 1929, non pas, avant toutes les autres institutions, la première à avoir un stempel, reconnu officiellement, c'est la Rabbanut, 1921. 1921. Donc là, c'est une chose aussi une chose intéressante. Maintenant, on continue. Le 1er mai 1921, c'est le second pogrom. C'est le second pogrom qui est à Jaffa. Et encore une fois, le Rav Kook prend position en s'adressant aux Britanniques, en s'adressant au monde entier. On lui dit, regardez qui verse le sang juif et qui est responsable de ce bain de sang en Eretz Israël. Qui sont les vrais coupables? Voyez, comparez ça avec le peuple juif qui parle de justice universelle et qui ne commet aucune injustice politique. Les Juifs, d'ailleurs, à l'époque, sont accusés de priver les Arabes de leur terre, etc., etc. Aucune injustice politique n'est commise par le mouvement sioniste, dit le Rav Kook, au contraire.
Tov. Chose anecdotique, peut-être, mais qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que la même année, le Rav Kook fait appel aux Juifs de Eretz Israël, un appel qui est des plus pertinents même aujourd'hui. Avec les passeports portugais, avec les passeports polonais, européens et autres, etc., il les appelle à renoncer à leur citoyenneté autre que la citoyenneté de Eretz Israël. Vous vous rappelez de la fameuse phrase de Golda Meir que c'est moi qui suis palestinienne. Qu'est-ce que vous parlez de peuple palestinien? Palestinienne, c'est moi, je peux vous donner mon passeport. Le passeport palestinien qu'il avait naturellement du temps du mandat britannique. Et bien, le Rav Kook, début des années 20, avait lancé un appel aux Juifs de renoncer à leur citoyenneté. Bon, renoncer à la citoyenneté russe, on ne l'avait jamais. Okay. Mais aux autres citoyennetés aussi, et renoncer. Pourquoi? Pour faire état de notre conviction du bon droit et du bien fondé de Israël. De ce que, effectivement, ce qui va advenir de Eretz Israël, il va y avoir un État, etc., etc. Bon. Autre chose, on a parlé des ennemis de l'intérieur. Début des années 20, arrive en Israël Lord Radcliffe. Peu importe, c'est un grand, je ne sais pas, propriétaire de journaux en Angleterre et qui est farouchement opposé au sionisme. Naturellement, des personnes qui vont le rencontrer, ce sont les représentants des fractions minoritaires en Eretz Israël, avec à leur tête le fameux Dehan. Dehan, c'est qui va être la première victime qui va être assassinée par les gens de la Haganah en 1924. Eh bien, ces délégations de juifs antisionistes viennent le voir et ils lui disent, écoutez, regardez-nous, nous sommes des juifs orthodoxes. Sachez que le judaïsme orthodoxe s'oppose au sionisme, il y voit une trahison, enfin, les mêmes paroles. Et encore une fois, c'est le Rav Kook qui, sachant que cette délégation a été reçue, envoie encore une fois une lettre de réponse où il leur répond comme il a répondu aux Juifs assimilés de Grande-Bretagne qui s'étaient, il y a quelques années, opposés à la déclaration de Balfour. C'est-à-dire ce même combat, il est parallèle. C'est un combat là-bas, c'est un combat ici, peut-être contre une minorité, mais qui se fait entendre parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent l'entendre, comme ce Lord Radcliffe. Maintenant, quelques années après, dans un journal britannique qui s'appelle The Christian, eh bien, on parle aussi du Rav Kook. Et ça, c'est une chose très pertinente, comme ça, dans presque la veille du 9 Av, de le mentionner, je pense. Ils disent, vous savez, le Rav Kook, eh bien, il incite à étudier les lois traitant du service des Kohanim. Pourquoi? Parce que il a la ferme certitude que le temple va être reconstruit dans l'immédiat. Alors, bon, c'est publié à Londres. Les représentants des organisations sionistes lisent que le Rav Kook
appelle à la restauration du temple. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez écrit? Mais non, mais au contraire, nous sommes pour la paix entre les religions, la paix entre les peuples. Cessez de jeter de l'huile dans le feu, etc., etc. Alors bon, le Rav Kook, il leur dit, je vais dire la chose suivante. Il leur dit, mais vous savez, il ne faut pas se gêner. On ne gagne rien à se gêner. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement une aspiration éternelle que le temple soit reconstruit bimira biyameinu, dans le futur le plus imminent. Et cette aspiration, elle se doit d'être exprimée par avec foi et de manière on ne peut plus claire et franche. Et de continuer. Et si vous nous demandez pourquoi est-ce que on ne dépasse pas le kotel, c'est pas par manque de droit sur ce lieu saint, mais au contraire par un excès de notre lien et de notre amour pour ce Makom Kadosh. Comprenez? Donc déjà à l'époque, il est complètement fidèle à notre Emouna et entre lui et le politiquement correct, c'est complètement aux antipodes. Complètement aux antipodes, et c'est une position qui est dite de la manière la plus claire. Je ne vais pas maintenant parler, c'est trop bref parler de ce qu'on appelle la parashat HaKotel. C'est une paracha en soi qui ensuite qui a débouché dans ce qu'on appelle les pogroms de Tarpat de 1929, d'août 1929, mais qui ont été relatés dans des livres, dans un livre qui s'appelle même Parashat HaKotel. Je crois qu'il va y avoir dans quelques jours une excursion menée par Dr Sharvit qui va traiter aussi de cela. J'ai essayé de trouver la publicité pour son excursion, mais je l'ai vu et puis je l'ai perdu quelque part, mais vous pourrez le retrouver naturellement. Mais ça, c'est un sujet en soi. Mais on voit en tous les cas que dans toutes les questions, pas seulement d'ordre halachique, pas seulement d'ordre religieux, ça, j'en ai même pas parlé, tous ces combats pour le Shabbat, tous ces combats pour la Shemitah, tous ces combats pour tout ce que vous voulez, ça n'entre pas dans le cadre de notre discussion, mais il prend position vis-à-vis du gouvernement. Il y a 1920, il y a des pogroms en Ukraine. Le Rav Kook intercède pour obtenir des centaines et des centaines de certificats de Aliyah pour les orphelins juifs qui doivent arriver d'Ukraine. Et il faut savoir, pour ceux qui sont curieux, vous savez où étaient les bureaux de l'immigration britannique à l'époque du mandat, où ils se trouvaient? Je pense que tous ceux qui ont leur compte dans la banque Mizrahi Tfachot savent où se trouvaient ces bureaux. Ils se trouvaient dans la banque centrale, dans la branche centrale de Mizrahi Tfachot, à Jérusalem, en face du Migrash Arusim, dans Eleni Amalka. Eleni Amalka, lorsque vous montez des rails du tram, il y a là-bas une grande banque, Mizrahi Tfachot, 5-6 étages. C'est là-bas que se trouvaient les bureaux de l'immigration britannique. Eh bien, le Rav Kook obtient des milliers de certificats pour ses enfants, pour d'autres personnes qui sont véritablement dans un état en grande détresse, etc. Il intervient lorsque les Britanniques
veulent limiter le droit à l'immigration. Il écrit le droit à l'immigration, eh bien, ça fait partie du Tanakh. Le Tanakh, c'est une des pierres fondatrices de votre empire. Comment est-ce que vous pouvez enfreindre vos valeurs? Comment est-ce que vous pouvez enfreindre vos propres idéaux? Il écrit à tous les commissaires, il dépasse les commissaires, les high commissioners, les hauts commissaires, il en appelle au gouvernement britannique, au premier ministre britannique, etc., etc. Il écrit au roi britannique, George V et autres. Donc, véritablement, on voit une prise de position totale et une Torah d'un niveau et d'une stature absolument pas galoutique, d'une stature royale, nationale, élevée. L'essentiel, je pense que l'essentiel du combat qui va être mené, ce sera le combat de ce qu'on appelle le Kotel. Et il va être seul à mener ce combat pour la simple raison que pendant les batailles les plus difficiles, les plus féroces de cette histoire, eh bien, il sera seul pratiquement représentant du Yishuv qui va se trouver en Eretz Israël. Tous les autres, ils vont être au congrès sioniste qui, à l'époque, va se tenir, je crois, à Zurich. Et c'est pour ça qu'il est le seul à, ce qu'on peut dire, à tenir le gouvernail pendant ce combat qui va pas durer 1 mois ou 2 mois, mais environ 2 ans à partir de Yom Kippour 1928 et jusqu'à la fin des débats de la commission du Kotel, comme on l'appelle, en 1931. Mais ça, Bezrat Hashem, je voudrais avec votre permission, y dédier un cours, un demi-cours, enfin une place particulière parce que c'est quelque chose de très, très significatif et qui mérite une place en soi. Voilà. Bon, ouvert à vos questions et à vos commentaires. Je voudrais dire que ce qui nous interpelle dans ce que vous avez dit, eh bien, c'est le fait que que le Rav Kook, il avait une parole qui venait de l'intériorité du judaïsme, sans concession, et c'est cette parole-là, dont vous nous avez dit tout à l'heure, qu'elle a été entendue. Par exemple, la première chose que vous avez dit, elle est complètement invraisemblable. Quand vous avez raconté que pour éviter que les Juifs n'aillent faire leur service militaire en Russie, où ils avaient toutes les chances d'être tués, alors il a cité le Tanakh, et comment les Britanniques l'ont écouté, mais alors que ce qui importait aux Britanniques, c'était leur relation avec la Russie. Ça, j'arrive pas à le croire, je dis franchement. Et là se pose une question de fond beaucoup plus importante, une question qui nous interpelle encore aujourd'hui. Quand on veut parler au plan international, par exemple, et être entendu, est-ce qu'on peut y arriver en restant absolument authentique, fidèle à nos sources, ou est-ce qu'on est obligé de prendre un langage, je dirais, diplomatique? Vous savez, je vais répondre par une histoire qui date de notre époque. Je crois qu'on en a même parlé. Je suis sûr qu'on en a parlé. Mais lorsque vous savez que ceux qui étaient à la tête du combat en Israël pour le droit à l'aliyah des Juifs soviétiques, c'était entre autres une organisation qui s'appelait Shomer Achi. Shomer Achi qui a été fondée par les étudiants du Rav Tzvi Yehuda Kook. Et lorsque Avital Sharansky devait partir pour mener ce combat pour la libération de Nathan et de tout son peuple d'au-delà du rideau de fer, eh bien, elle est venue s'adresser à un des étudiants du Rav Tzvi Yehuda Kook, le Rav Tzvi Tao, et lui demandait, mais dites-moi, mais je vais rencontrer Reagan, je vais rencontrer Mitterrand, je vais rencontrer Thatcher, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, Rav Tao, il dit, écoutez, vous savez, les gens tous,
qu'ils soient juifs ou pas, ils aiment qu'on leur dise la vérité. Ah, très bien. Mais quelle est la vérité? La vérité, elle est très simple. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il est en train de rassembler son peuple des 4 coins de la terre en Eretz Israël et qu'il y en a un, là, qui se permet de lui mettre des bâtons dans les roues. Que ce Brejnev, ou peu importe ceux qui lui ont succédé, ils lui mettent des bâtons dans les roues, vous comprenez? Et c'était quelque chose, et je lui ai posé la question, écoutez, Mitterrand, il vous a aussi écouté? Il m'a dit oui. Mitterrand, le président de la République laïque et compagnie, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que bon, c'est difficile, c'est très facile de dire ça lorsqu'on est entre nous et on parle comme ça, on est tous des convaincus, vous savez, on prêche tous à notre paroisse, etc. Mais par expérience, véritablement, et aussi avec, on sait beaucoup de gens qui essayent d'agir en ce sens pour convaincre des parlementaires, même européens, où qu'ils soient, etc., de se mettre aux côtés d'Israël, ce qui convainc, et ce sont les arguments qui sont ancrés dans le Tanakh. La seule raison qui a convaincu Trump à reconnaître Jérusalem, il l'a dit. Il a parlé de souveraineté, bon, Bezrat Hashem, qu'il en découle quelque chose, mais on est en bonne direction, on est en bonne route. Mais ce qu'il a dit, c'est que c'est le Tanakh, ce n'est pas seulement les droits historiques, c'est les droits bibliques. Il en a parlé. Regarde, et c'est pour ça que c'est l'histoire qui nous dit. Maintenant, oui, je vois les questions là. Pourriez-vous dire un mot sur son intervention, je crois, à propos des Juifs ayant tué Lord Moyne? Oui, ça, vous l'avez dit, la chronologie, le Rav est mort en 35, Lord Moyne, oui, 44. Non. Mais, donc là, mais effectivement, son intervention la plus célèbre, on en a déjà parlé, c'est pour ça que je ne vais pas en reparler la prochaine fois, mais c'est pour Abraham Stavsky, fausse injustement accusé du meurtre de Arlozorov. Maintenant, pour revenir, Brigitte, à ce que vous avez dit, je pense qu'effectivement, le Rav Kook, il nous donne un conseil. Il nous donne même un conseil diplomatique. Et c'est un conseil qui ne donne pas seulement à nous, mais il l'écrit chaque fois qu'il s'adresse à une communauté. Par exemple, il s'adresse à la communauté de Florence. Je ne me rappelle plus quelle année. Et il leur dit, adressez-vous à votre État pour qu'il soit quelque chose, pour prendre position politique en faveur du sionisme. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il prend les nations au sérieux. Les nations disent que nous sommes fondés sur la culture judéo-chrétienne. Notre terreau, c'est la Bible, c'est le Tanakh. Ce n'est pas la raison d'État. Personne n'ose parler trop fort au nom des idéaux de l'éminence grise, de M. Richelieu. Non, ça, on le fait. Donc, ce que fait le Rav Kook, c'est tout simplement raviver la flamme des idéaux dont la plupart des nations se revendiquent. Vous comprenez? Et lorsque vous mettez en face d'eux ces idéaux et vous dites, Chaverim, vous avez sous-signé sous cette chose, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, ils sont, comment dire, ils sont pris un peu au dépourvu, ils sont forcés de répondre. Lorsqu'au contraire, on leur parle de sécurité, sécurité c'est relatif. Sécurité, ce n'est même pas une valeur, ce n'est même pas un bien, c'est un intérêt. Ils prêtent serment sur la Bible, bien entendu, c'est-à-dire que le Rav Kook, tout simplement, il les prend au sérieux. Il les prend à la lettre.
Et il leur dit, vous avez votre... Et nous sommes les auteurs. Vous savez, si vous vous dites que c'est votre héritage, eh bien, vous avez hérité de qui? À qui vous avez pris la terre? À celui qui vous a légué? Vous ne lui avez pas tellement demandé, peu importe. Oui. Mais en tout cas, il y a personne un peuple à qui vous avez pris cela. Comprenez? Et les nations, elles sont prises au sérieux. Les grands de ces nations, ils prennent ça au sérieux. Lloyd George, il croyait dans le Tanakh. Balfour, il croyait dans le Tanakh. Vous comprenez? Ces personnes, ils croient dans le Tanakh. Les présidents américains, pour une bonne partie, ils croyaient dans le Tanakh. Et de plus, tous les rois d'Angleterre sont circoncis, bien entendu. Et pas seulement circoncis, mais par un Moël. Ils sont circoncis. Je crois que ça s'est arrêté avec la princesse Diana. Ah oui, ça s'est arrêté? Oui, je crois. Ils ont fait ça par un médecin, il me semble. Il faut vérifier. Un médecin juif? Non. Un médecin Moël? Ouais, c'est C'est un présage que la dynastie anglaise monarchique va disparaître. Bien fait, bien fait. Oui. Voilà, ça c'est en 2 mots. Et Bezrat Hashem, on est en bonne route, en bonne direction. Top. Merci. Zéo. Merci beaucoup, Eliezer. Merci beaucoup. Merci, Akou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup.